Bonjour à tous, merci de rejoindre ce panel sur l'élimination du carbone. Vrai potentiel ou faux espoir. Donc, je m'appelle Karim Ramani, je représente aujourd'hui l'AFEN, Association française pour les émissions négatives, qui est l'association professionnelle qui défend ces émissions négatives, le secteur en France. On a 1 an, on a une 50aine de membres. Il y en a 3 sur le panel aujourd'hui que j'ai le plaisir d'animer, et on va parler de ce sujet. Alors, déjà, peut-être pour poser un peu le débat, de quoi on parle. Élimination du carbone, on parle aussi d'émissions négatives, on parle aussi de Carbon Dioxide Removal en anglais, CDR. Donc c'est un ensemble de méthodes, de technologies qui prennent du CO2 qui est à la base dans l'air. Il y en a beaucoup en ce moment. On est à 425 ppm aujourd'hui dans l'atmosphère. On était à 280 il y a 150 ans. Donc il y a beaucoup de CO2 dans l'air quelque part. On en a trop. C'est pour ça qu'on a des sujets de changement climatique. Et l'idée d'élimination du carbone, c'est de prendre ce CO2 qui est dans l'air et le mettre dans un puits de carbone. Okay, plus ou moins durable. Donc c'est une palette de choses. C'est un ensemble de méthodes qui vont de choses très naturelles, comme planter des arbres ou séquestrer le CO2 dans les écosystèmes, à des systèmes très technologiques. Donc il y a toute une palette de méthodes pour faire ça. Et aujourd'hui, il y a un consensus scientifique pour dire que c'est nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors on sait que c'est un sujet pas évident, qui peut donner lieu à des polémiques. Il y a des visions différentes. On peut tomber dans effectivement les débats sur nature par rapport à technologie. Est-ce qu'on ne fait pas un peu du technosolutionnisme avec certaines de ces méthodes? Les deux sont nécessaires, on va essayer de vous montrer que c'est important. Il y a des risques, on parle de séquestrer par exemple du CO2 géologiquement, au fond, à 1000 ou 2000 mètres de fond. C'est pas évident, il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des difficultés, de la sismicité induite, etc. Donc on ne veut pas éluder ces sujets-là. Et puis ensuite, franchement, séquestrer du CO2, enfin capter du CO2 dans l'air avec des grosses machines, des aspirateurs à CO2, est-ce que c'est pas une hérésie énergétique? On est dans un mouvement aujourd'hui, dans un salon qui parle d'énergie, donc il faut qu'on parle aussi de ça. Donc on va essayer de parler de tout ça. Pour répondre à vos questions, éclairer le débat, et puis après on n'est pas trop nombreux, donc on va pouvoir aussi avoir des échanges avec vous sur ce sujet. Donc pour parler de tout ça, j'ai un panel complet, donc 3 membres de l'AFEN, je vous laisserai deviner lesquels, ou ils pourront le dire en se présentant. Je vais les laisser peut-être se présenter au début, et puis ensuite on va parler d'élimination du carbone. Sylvain? 1, 2. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Sylvain Delers. Je suis directeur scientifique à l'ONG Carbon Gap, qui est donc une ONG européenne qui travaille exclusivement sur ce sujet pour voir dans quelle mesure on peut accélérer le développement de ces méthodes en Europe pour être à la hauteur des objectifs que le GIEC suggère on doit atteindre. Bonjour à tous, Aurélie Gonzalez, donc je suis cofondatrice et CEO de Yama. Yama, c'est une technologie de capture de CO2 direct dans l'air, donc direct air capture, par électrochimie, donc une technologie émergente qui permet de diminuer les consommations d'énergie de la capture dans l'air. J'en parlerai un petit peu mieux après, mais on utilise pour ça des systèmes membranaires qui sont utilisés dans d'autres industries et qui permettent de diviser par 3, par 4 cette consommation d'énergie pour vraiment arriver à une échelle qu'on appelle le gigaton scale, qui est une des recommandations, enfin la recommandation justement du GIEC pour rester en dessous de 1,5 degré à 2050. Allô, oui. Donc bonjour à tous, Karima Beneladj, BPI France. Donc je suis responsable sectorielle chimie et environnement. Je travaille dans le pôle expertise de la direction innovation. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Très rapidement sur les missions, on accompagne les dirigeants depuis la création jusqu'à l'entrée en bourse, en passant par les phases d'amorçage, les phases de croissance. On a pour ça une palette d'outils de financement non dilutifs pour pouvoir les aider à tout stade de développement de leur projet. On fait également du haut de bilan. On a des fonds sous gestion avec à la fois des fonds thématiques qui vont intervenir en venture et également des fonds pour des sociétés plus matures. Et enfin, on a également une gamme d'accompagnement pour de la strate pour les différentes PME. Merci. Bonjour à tous. Laurent Rivolet, GRDF. Donc GRDF, on est le gestionnaire de réseau de gaz français, enfin le principal. Je suis basé à Lyon. Mon métier, c'est d'accompagner le développement des projets de gaz renouvelable et plus particulièrement les nouvelles filières et les sujets innovants sur le périmètre d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci. Donc vous avez deviné qui n'était pas membre de la FEN dans ce panel? Des idées? BPI France, évidemment. Ils ne sont pas encore membres de la FEN, je crois qu'ils ne le seront pas. Je crois que vous n'avez pas le droit. Je suis pointée du doigt. Tu l'es. Ok, donc voilà pour le topo général. On va commencer par poser la première question à mes chers panélistes. Peut-être commencer par toi, Sylvain. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire tout ça en fait? On parle d'aller récupérer du CO2 dans l'air avec des arbres, des machines, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Que dit la science? Oui, alors déjà, ravi d'être ici pour parler de ce sujet. C'est un sujet qui s'est beaucoup développé dans les dernières années. Et la communauté, on va dire, qui travaille sur ce sujet s'est étendue, mais ça reste quand même un sujet qui a du mal à se décloisonner, j'ai envie de dire. Donc bravo à vous déjà d'être là et de vous intéresser au sujet, parce que, comme je l'espère, on va pouvoir vous le démontrer ce matin, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et c'est un sujet sur lequel, en tant que société, il est urgent qu'on fasse des choix informés pour être dans l'action. Parce que, comme vous le savez, le temps tourne. Donc, pour démarrer, la question de Karim, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc là, il faut revenir aux basiques du défi climatique auquel on fait face et des objectifs que l'on a adoptés, pareil, en tant que société, à différents niveaux, que ce soit au niveau pays, Europe ou au niveau mondial. L'objectif, c'est de stabiliser l'augmentation de la température à 1,5 degré et ou 2 degrés, dans le pire des cas, pour ce qui est de l'accord de Paris. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça malheureusement on n'en parle pas souvent assez, c'est que pour arriver à cet objectif, ce qu'il nous faut, c'est tenir ce qu'on appelle un budget carbone. Donc ce qui compte, c'est la quantité totale de CO2 que l'on injecte dans l'atmosphère, d'accord? La quantité totale. Donc il y a un petit décalage avec les objectifs dont on entend plus parler, qui sont les objectifs de net zéro ou neutralité carbone, par exemple à 2050. On va dire... les objectifs à 2050, c'est bien, mais quand on fait la comptabilité carbone des différents objectifs de tous les pays au travers du monde, on ne tient pas forcément le budget carbone. Et donc, le budget carbone, il se réduit comme une peau de chagrin. Les dernières estimations, c'est qu'à partir de début 2023, ou 2024, je pense que c'était, on peut encore se permettre, entre guillemets, d'injecter 200 gigatonnes de CO2 équivalent dans l'atmosphère si on veut rester sur l'objectif 1,5. Pour mémoire, on en injecte entre 35 et 38 gigatonnes par an équivalent. Donc vous voyez que ça va aller très vite si on ne change pas, déjà qu'on ne réduit pas nos émissions, parce que ça c'est l'urgence numéro 1. Mais ensuite, il faut s'interroger, au-delà de réduire nos émissions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en plus, étant donné qu'on se rapproche si vite de l'objectif. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élimination du dioxyde de carbone, qui, comme je vais vous le montrer juste après, couvre... voilà, vous avez la diversité des méthodes qui existent à l'écran. C'est le seul outil climatique qui nous permet, entre guillemets, de gérer ce budget carbone en retirant du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Donc évidemment, au jour d'aujourd'hui, il est presque insignifiant parce qu'on n'a pas encore développé cette capacité. Mais le futur dans lequel on se projette, c'est un futur dans lequel on cesse d'injecter, d'abord, et dans lequel ensuite on développe significativement cette capacité à retirer le CO2 pour pouvoir gérer ce budget carbone. Pourquoi on a besoin de le gérer? Parce qu'à mesure qu'on se rapproche du seuil d'1,5, on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase de dépassement. C'est-à-dire qu'on va dépasser ce budget carbone et on va rentrer dans une zone à haut risque où les incertitudes grandissent sur qu'est-ce qu'on va déclencher en termes de points de bascule, en termes de phénomènes qu'on ne sera pas en capacité ensuite de rattraper. Et donc ce qui est important, c'est de comprendre aussi que dans cette zone de dépassement, il ne faut pas penser « Ah mince, on a raté 1,5, bon tant pis, on va tenter 2 ». 2, c'est très dangereux, c'est ce que nous dit le GIEC. Et ce qu'il faut, c'est plutôt s'intéresser à où on peut s'arrêter entre les deux. Et là, ce que nous avait dit aussi Antonio Gutiérrez, c'était chaque dixième de degré compte, c'est vraiment ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut absolument pas abandonner 1,5 et aller vers 2, il faut vraiment viser 1,51, 1,52, vous voyez ce que je veux dire. Et donc pour ça, l'élimination du dioxyde de carbone a un rôle à jouer. Ce que nous indique le GIEC, toujours, dans les scénarios qui sont, on va dire, compatibles avec l'objectif de Paris, c'est qu'on aura probablement besoin, très probablement, à l'horizon 2050, d'être en capacité de retirer chaque année entre 7 et 9 gigatonnes de CO2 par an. 7 à 9 gigatonnes. Donc ça représente à peu près 10% des émissions actuelles. Et aujourd'hui, les dernières études dont on dispose qui cherchent à quantifier combien on est capable d'éliminer de CO2 aujourd'hui, nous disent qu'on est capable environ de retirer 2 gigatonnes par an, avec une incertitude très forte de plus ou moins 600 mégatonnes. Donc vous voyez une grosse incertitude. Pourquoi? Parce que 90% de cette capacité repose sur les systèmes naturels, et en particulier la forêt. Et beaucoup de ces systèmes sont dans des zones ouvertes, peu mesurées, donc on a des grosses incertitudes. Donc,
l'image qu'on a, c'est qu'on a un objectif très élevé, on a une capacité réduite aujourd'hui, avec une grosse incertitude, et donc un gros effort à fournir pour développer cette capacité dans les prochaines décennies. Une autre tendance qu'il faut bien comprendre, c'est que les forêts, justement, et les écosystèmes naturels souffrent du changement climatique. Et donc leur capacité à retirer le CO2 sur laquelle on se reposait exclusivement jusqu'à aujourd'hui se réduit. Et elle se réduit significativement. Les chiffres, c'est qu'en France, sur les 10 dernières années, la forêt a perdu la moitié de sa capacité à stocker du CO2. Donc ça va très vite et on avait un peu mis tous nos œufs dans le même panier jusqu'à maintenant sur ces systèmes-là. Il faut absolument les récupérer parce qu'il reste un outil très puissant et très mature et moins coûteux que d'autres. Néanmoins, on voit bien qu'il va y avoir un problème avec ces systèmes-là parce qu'ils sont mis à mal par le changement climatique. Et ce n'est pas qu'en France. L'Allemagne, la Finlande, la Pologne se posent toutes les mêmes questions. Ils ont tous des objectifs climatiques qui sont en train d'être mis à mal parce que leur forêt ne fournit plus l'effort qu'elle fournissait. Et donc face à ça, pour finir mon propos, ce qui est très urgent de faire, c'est de diversifier nos puits de carbone. Et pour diversifier nos puits de carbone, il faut jouer sur cette diversité que vous voyez à l'écran. Bon, c'est écrit en petit, donc vous n'aurez pas tout le détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 4 grandes familles qui nous permettent d'éliminer du CO2 de l'atmosphère. En vert, vous avez tout ce qui repose sur la gestion améliorée des écosystèmes. Forêts, sols agricoles, mangroves, systèmes côtiers, wetlands, donc c'est les zones humides. Donc dans tous ces systèmes, on peut jouer sur la façon dont on les gère et dont on intervient pour essayer de restaurer les conditions dans lesquelles ils sont les meilleures performances. Ensuite, on a les méthodes qui consistent à convertir de la biomasse. Donc les plantes, évidemment, font la photosynthèse et ce faisant capturent du CO2 de l'atmosphère à moindre coût. Ensuite, cette biomasse, on peut la transformer parce que si on ne la transforme pas, elle va se dégrader, le CO2 remonte directement dans l'atmosphère. Donc le jeu là, c'est de la convertir dans une forme stable. On a des méthodes comme le biochar, donc qui consiste à pyrolyser la biomasse pour la convertir en une forme plus stable. On peut faire de la bioénergie avec du CCS, donc la capture en sortie de process et stockage, avec différentes formes. On a de la combustion pour de l'énergie, on a de la méthanisation. Voilà. Ensuite, une troisième famille que vous voyez en bleu, c'est les méthodes basées sur les processus géochimiques naturels. Donc, dans la nature, la façon dont la nature renvoie du CO2 dans le cycle long, c'est-à-dire dans la lithosphère, c'est par le biais de l'altération des roches et de la minéralisation. Donc, c'est des réactions chimiques entre les roches, l'eau et les gaz de l'atmosphère qui se font naturellement. Le problème, c'est qu'elles sont très lentes. Donc le jeu ici, c'est de les accélérer. Donc typiquement, on va aller chercher des minéraux ou des roches qui sont très réactifs au CO2, on va les broyer et on va les exposer au milieu, dans des endroits où il pleut beaucoup, il fait chaud, comme ça les réactions chimiques vont vite, et ça va nous permettre d'accélérer ce processus naturel. Et pour finir, on a la famille représentée en gris, ce qu'on appelle les méthodes synthétiques, qui reposent sur des processus purement industriels et synthétiques, où on va utiliser des composants chimiques ou solides, qu'on a développé pour qu'ils aient une affinité très forte au CO2, et on va pouvoir faire de la capture directe dans l'air, de la capture directe dans l'océan, et bon là Aurélie pourra en dire davantage. Voilà, je m'arrête là peut-être. Ouais, merci Sylvain. Donc, typiquement, Laurent, GRDF a réfléchi plutôt au CO2 biogénique. Oui, donc du coup, dans ce qui vient d'être présenté, nous, notre partie, ça va être plutôt sur la partie CO2 biogénique. C'est-à-dire, pourquoi CO2 biogénique? Côté GRDF, en fait, on accompagne le développement de la production de gaz renouvelables. Ces gaz renouvelables sont principalement produits par de la biomasse, que ce soit de la biomasse fermenticible avec toutes les matières donc fermenticibles, que ce soit des effluents d'élevage, des plantes, ou comme ça a été évoqué tout à l'heure, la pyrolyse de biomasse qui va produire à la fois un biochar, mais aussi un syngas qui peut être converti en méthane de synthèse et injecté dans les réseaux. Du coup, qu'est-ce que c'est que le CO2 biogénique? Le CO2 biogénique, en fait, c'est un CO2 qui a été émis par un processus biologique. Pourquoi c'est important? C'est-à-dire que, globalement, ce CO2, il est neutre en matière carbone. Pourquoi? Parce que derrière la plante, lorsqu'elle pousse, grâce à la photosynthèse, en fait, tout le carbone qui constitue la plante vient du CO2 qui a été capté dans l'air. Donc, on a un cycle du carbone. C'est-à-dire la plante va absorber le CO2 qui est dans l'air. Après, par exemple, si c'est une plante qu'on envoie ou en nourriture animale ou qu'on envoie directement dans la méthanisation, ce carbone, on va le transformer en biométhane, une partie qui, lorsqu'il va être brûlé, va émettre du CO2. Et aussi dans le processus de méthanisation, on va émettre du CO2. Mais dans tous les cas, le carbone qu'on émet dans l'atmosphère, c'est du carbone qui auparavant était dans l'atmosphère et a été capté par la plante grâce à la photosynthèse. Donc vous voyez bien, on est sur un cycle court de carbone.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, êtres vivants, on n'est pas de gaz à effet de serre dans notre respiration. C'est-à-dire que notre carbone qu'on émet, c'est aussi un carbone biogénique, puisqu'il vient des aliments qu'on a ingérés, qui viennent du processus biologique. En fait, c'est nos consommations qui posent un problème, mais pas le fait de vivre sur Terre. Celui-là, on ne parle pas encore de le capter d'ailleurs. Aurélie, toi, tu vas le chercher directement dans l'air, le Oui, CO2. alors, je pense qu'il y a... donc, moi, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que le direct air capture, parce qu'évidemment, on entend beaucoup de choses. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, et ce que Sylvien a bien expliqué, c'est qu'il y a un panel de solutions, un portfolio de solutions. Il y a des solutions qui sont déjà existantes, peu coûteuses. La problématique, c'est qu'on est sur une terre finie, donc on ne va pas pouvoir planter une infinité d'arbres alors qu'on veut faire une croissance, et il faut nourrir tous ces gens. Donc on est très vite venu à la conclusion, et c'est pas nous, hein, c'est le GIEC, et ça fait 30 ans, et c'est des scientifiques, qu'il fallait des solutions qui étaient plus efficaces par mètre carré. Et donc à ce moment-là, on va devoir utiliser de l'énergie. On n'est plus sur une recherche de faire avec de la biomasse, parce que la biomasse, c'est 1% en fait, d'efficacité énergétique entre le soleil et comment ça pousse. Mais on a besoin d'une solution plus efficace par mètre carré. Et donc c'est là que viennent en œuvre tous les procédés qu'on appelle vraiment les procédés chimiques. Donc on fait très bien ça avec les raffineries, la production de tout un tas de commodités que vous avez aux côtés de vous, parce qu'en fait la chimie, c'est incroyablement scalable. Et ça peut être très efficace par mètre carré. Donc on parle de 4000 fois plus efficace par mètre carré pour capturer du CO2. Et donc le DAC, le Direct Air Capture, c'est de effectivement mettre en contact avec l'air un élément chimique, donc c'est vraiment fait par l'homme, qui a une affinité particulière avec le CO2. Donc ça peut être un solide ou un liquide, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça va avoir une affinité, ça va l'absorber. Okay. Et ensuite, il va falloir faire ressortir ce CO2 de cette matière-là, parce que cet élément chimique, il est coûteux. Donc, c'est des gros chimistes qui produisent ces éléments chimiques, et on veut le réutiliser en boucle fermée. Et c'est là qu'on va mettre en œuvre une quantité d'énergie pour faire ressortir ce CO2 qui sera pur et qui pourra être injecté sous le sol. Et typiquement, le DAC, qui existe depuis une quinzaine d'années, s'est inspiré au début des technologies qui étaient faites sur les fumées, donc avec des très hautes montées en température. Ça fonctionne très bien quand on est très concentré en CO2. Alors quand je dis très concentré, peut-être 10 à 15%. Quand on est dans l'air, on est à 0,04%. Même si c'est énorme aujourd'hui et qu'on a déjà dépassé 1,5 degré, donc c'est une vraie urgence climatique. Là, je pense que c'est peut-être pas assez clair, mais on a déjà dépassé le seuil qu'on est censé ne pas dépasser d'ici 30 ans. Donc pour éviter des pics à 4, 5, 6 degrés, il faut déployer ces technologies-là, mais il faut les déployer de manière la plus efficace possible. Et comme ce qui a été fait depuis 15 ans, ça a démontré que ça consommait beaucoup d'énergie, il y a des technologies émergentes qui utilisent de l'électricité. Donc en l'occurrence, ce qu'on fait chez nous, chez Yamaha, c'est du DAC électrochimique qui va utiliser pour séparer le CO2 qui a été absorbé des électrons, des membranes, au travers desquelles le CO2 va être séparé, et on va pouvoir consommer 3-4 fois moins d'électricité, d'énergie par mètre carré, pour pouvoir faire en sorte que ce soit vraiment scalable à une échelle qu'on appelle du gigatonne. C'est pas, ça doit être une réalité en fait, vraiment d'arriver à des échelles aussi énormes pour éviter ce genre de pic. Voilà. Non, merci pour ce premier topo. On va en parler plus en détail un peu dans quelques minutes, notamment en termes de conso énergétique. Peut-être pour finir le topo, Karima, dans le BPI finance déjà un certain nombre de start-up, d'innovation dans le secteur. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres méthodes que tu voudrais mettre en avant, financées par BPI ? Alors, peut-être pour contextualiser ma réponse, c'est vrai que BPI France, nous, on intervient vraiment dans les premier cycle de vie, on va dire, très tôt dans le cycle de vie des projets innovants ou des sociétés innovantes. Et c'est normal, c'est parce que c'est là où il y a le plus de risques, et c'est là où on a notre valeur ajoutée, puisque c'est là où l'argent privé, on va dire, est plus difficile à aller chercher. Et donc, moi, de ma fenêtre, ce que je vois des projets portés par des industriels, quelques-uns, qui sont un peu plus matures peut-être, parce qu'ils ont déjà les infrastructures, donc, au stade de pilote industriel. Je vois également de l'entrepreneuriat, et ce qui est intéressant, c'est que je vois arriver une myriade de petits projets, pas de petits projets pour le coup, de projets très ambitieux, mais de projets plutôt early stage,
Et ça, c'est très intéressant parce que il y a quelques années, on parlait pas trop de l'élimination du carbone. Enfin, même on n'en parlait pas, ou alors quand on en parlait, c'était plutôt dans des cercles de scientifiques, de laboratoires. Et aujourd'hui, on les voit arriver, ces projets, on les voit arriver sur des concours d'innovation, on les voit solliciter nos 50 implantations régionales en phase de faisabilité, mais pas uniquement. C'est aussi des startups, des sociétés qui vont lever des fonds et pas des moindres. Enfin, et donc c'est vraiment intéressant de voir cette filière qui commence à se structurer, à émerger et vraiment à être sur le terrain. Et deuxièmement, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que ça couvre toute la chaîne de valeur. Donc on voit aussi bien des innovations et des technologies sur la capture carbone que des innovations en bout de chaîne sur la transformation de ce carbone-là, par exemple sur de la minéralisation au sein de granulats, etc. Il y a beaucoup de collaborations, c'est attendu par les industriels sur le terrain. Donc on voit ces POC émerger et se mettre en place. Et donc voilà, c'est satisfaisant de voir ces projets arriver. Super, ouais, donc il y a une filière qui se structure. On est aujourd'hui en région Rhône-Alpes, donc typiquement, on a des membres ici d'Elodica, qui est une filière qui cherche à faire émerger des acteurs justement de l'élimination du carbone, d'abord régionalement, mais pourquoi pas au-delà demain. Et puis on a également des membres d'ailleurs de l'AFEN qui œuvrent dans la région, comme Climrock, qui font de l'altération accélérée des roches, donc utilisent les roches qui vont absorber du CO2. Donc effectivement, cette dimension locale est super importante. En parlant de dimension locale, peut-être Laurent, si on fait un petit zoom, tu as parlé de bio-CO2, le CO2 biogénique. Du coup, effectivement, comment vous voyez le rôle du bio-CO2 pour faire l'élimination du carbone en France, vraiment du point de vue de GRDF? Qu'est-ce qui va devenir ce CO2 bio? Qu'est-ce que vous allez en faire? Enfin, qu'est-ce que la filière va en faire pour éliminer le carbone? Ouais, merci pour la question. Effectivement, nous, alors déjà GRDF, ça peut paraître bizarre, on est gestionnaire de gaz, pourquoi on s'intéresse au bio-CO2? C'est vraiment dans l'idée d'accompagner le développement et la performance de la production de gaz renouvelable. Du coup, donc ce CO2, comme on a dit, dans le processus de production de gaz renouvelable, que ce soit la méthanisation ou la gasification, on va émettre du CO2 dans l'air, du bio-CO2, CO2 biogénique. Du coup, l'idée, c'est de... Nous, GRDF, on lance des appels à projets, alors avec des financements plus petits que la BPI, c'est des dizaines de milliers d'euros, pour aider les pionniers qui font des réflexions autour de cette valorisation. On a lancé une première vague d'appels à projets. La première vague les premières vagues d'appels à projets, ça visait à trouver des voies de valorisation de ce CO2 biogénique. Donc souvent, ça a été une substitution avec du CO2 manufacturé. Il faut savoir que le CO2, actuellement, à peu près... tout à l'heure on parlait en gigatonnes, là on va parler en kilotonnes. Le marché du CO2 en France, c'est à peu près 500 kilotonnes. C'est essentiellement du CO2 issu de l'industrie fossile. C'est souvent un coproduit d'autres productions. Ça peut être aussi un peu de CO2 biogénique, mais principalement comme du fossile. Nous, l'idée, c'était de substituer ce CO2 fossile par du CO2 biogénique. Donc quelque part, c'est pas du stockage, c'est pas de l'effacement, mais globalement, ça permettrait de réduire un peu les CO2. Donc on a eu les premiers, notamment des brasseurs. Les brasseurs sont intéressés à ça, les séristes, voilà. Donc c'était plutôt de l'utilisation. Et maintenant, on a lancé une deuxième vague d'appel à projets, justement, qui vise plutôt la séquestration du CO2. Et quand on parle de séquestration de CO2, on va parler de minéralisation, par exemple des granulats pour le béton. On va être sur la production de matériaux par exemple des plastiques, etc. Enfin voilà, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, alors c'est pas forcément de la séquestration, mais on voit arriver après, plutôt à moyen terme, enfin court terme, de 3 ans et plus, les biocarburants. Puisqu'on a un besoin énorme de biocarburants tirés par les exigences, notamment sur le transport aérien, le transport maritime. Et là, le CO2 biogénique va être une des sources utilisées. Voilà. Donc on voit un marché qui bouge beaucoup. On pense que, donc, je vous ai dit 500 000 tonnes à peu près maintenant. En 2030, on pense que le marché du CO2 biogénique, ça sera 500 000 tonnes de plus. Et on pense qu'horizon 2050, on parlera de 6 à 18 millions de tonnes en France, marché français. Donc on voit qu'il y a un vrai développement et un besoin d'accompagnement de ce marché. Donc merci pour cette mise en perspective. D'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais il y a une étude de Carbon Gap de l'année dernière qui a étudié le potentiel en France. Et effectivement, on se retrouve globalement l'ordre de grandeur des émissions négatives. Il va falloir mobiliser, Sylvain, elle est de la centaine de millions de tonnes. Et là-dedans, effectivement, c'est là qu'on va retrouver les 6 à 18 millions de tonnes de Laurent.
Oui, tout à fait. Donc, l'exercice qui avait été fait, c'était de partir vraiment de la base et des ressources disponibles en France. Projection sur ces ressources, énergie décarbonée, biomasse et compagnie. Et faire des scénarios où on essayait de dégager des marges sur chacune des ressources pour pouvoir déployer ces méthodes sans questionner trop fortement les usages existants ou déjà planifiés, parce qu'évidemment, ça peut être un problème. Et donc, on a pu produire des scénarios avec des portefeuilles donc, basés sur la diversité de méthodes qui étaient présentées. Voilà, vous les avez à l'écran. En fonction du niveau d'ambition et avec, j'insiste, des hypothèses très conservatrices encore sur l'utilisation des ressources, on peut facilement sécuriser d'abord notre objectif de neutralité carbone en atteignant des volumes de 76 mégatonnes éliminés à l'horizon 2050. Donc ça nous donne déjà une petite marge de manœuvre par rapport à la quantification, on va dire, des émissions résiduelles de la deuxième SNBC. Et le scénario ambition, qui, comme je rappelle vraiment, est encore basé sur des hypothèses très conservatrices, donc high confidence, comme dit le GIEC, on peut arriver à des volumes quasiment du double, avec 146 millions de tonnes de CO2 éliminées par an. Et ça peut paraître beaucoup, mais je vous garantis que quand on s'intéresse au budget carbone et qu'on essaye de se dire, OK, donc on a dit, le GIEC a dit entre 7 et 9 gigatonnes éliminées par an à l'horizon 2050 au niveau mondial. Qui va le faire ? Donc la question de qui va le faire, ça pose des questions du genre qui est responsable du changement climatique, qui a la capacité de le faire aussi, en termes de ressources, en termes de financement, en termes de capacité technique. Et quand on fait cet exercice, des pays comme la France finissent facilement avec des objectifs plutôt autour de 300 millions de tonnes à l'horizon 2050, si collectivement on veut atteindre l'objectif que le GIEC nous a posé. Donc il faut vraiment interroger les chiffres aussi qu'on voit passer dans les trajectoires officielles, parce qu'encore une fois, ce n'est pas toujours aligné avec la question du budget carbone. Ok, donc on parle, disons, hors de grandeur, centaines de millions de tonnes en France, plusieurs gigatonnes au niveau mondial, et on va parler de qui va payer tout ça. Mais avant, j'ai une question pour toi, Aurélie. On parle effectivement du besoin. Alors on se rend compte que cette activité elle est nécessaire, mais ça va consommer beaucoup d'énergie. Comment tu vois les choses en fait ? Comment est-ce que capturer le CO2 dans l'air à l'échelle gigatonne peut se justifier ? Comment tu mets ça en perspective avec les consommations d'énergie dans le monde ? Est-ce que c'est pas une hérésie énergétique ? Oui, alors je pense que quand on parle des solutions qui sont techno, comme justement le DAC, il y a toujours cette question d'énergie. Et comme je vous l'ai dit au début, l'essence même des nouvelles technologies de capture de CO2 dans l'air, comme Yama, mais comme il y en a d'autres, par électrochimie, c'est bien de tacler la problématique de la consommation d'énergie pour la diminuer. Donc en l'occurrence, typiquement, on a fait des exercices pour savoir, par exemple, 1 million de tonnes de CO2, puisque, je ne sais pas si vous le voyez là, mais le DAC électrochimique est censé représenter quand même une bonne part. Donc on est en train de parler de plusieurs millions de tonnes. Combien est-ce que ça va consommer d'énergie ? Donc typiquement 1 million de tonnes, c'est 1/8 de PR. Donc on est assez chanceux en France parce qu'on a des systèmes très, très efficaces énergétiquement. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est quand même assez peu par rapport à tout un tas de problématiques. On parle de quelques pourcents en fait, de la consommation française. Après, évidemment, c'est au niveau mondial qu'il va falloir le faire. Chaque pays devra le faire, en fait. Mais ça représente finalement, avec des technologies émergentes qui vont consommer moins, des choses qu'on sait faire. En tout cas, on sait le faire pour des data centers aujourd'hui. On sait faire, on sait construire ce genre de choses. Et c'est important, hein, on est challengé évidemment sur combien va coûter l'installation et combien ça va coûter énergétiquement, bien entendu. C'est la seule chose sur laquelle on est challengé, je pense. Moi, j'ai fait une petite règle de 3, là, un peu à la Jean-Marc Jancovici, en prenant, j'en sais rien, moi, 2 à 3 mégawatts par tonne de CO2. C'est trop. C'est trop, donc tu vas peut-être faire un peu moins. On est plutôt 1, entre 1. Alors, et si on faisait 1 gigatonne, ça représenterait dans les... on parle de 1000 à 2000 TWh au niveau mondial. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on serait sur un ordre de grandeur de... Allez, 5 à 10% de la consommation actuelle d'électricité, moins, puisque l'électricité va augmenter et puis on va électrifier les usages. Donc on parle de quelques pourcents de la consommation, du potentiel de production d'électricité mondiale. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas infaisable sur un enjeu qui est existentiel. Pour 1 gigatonne sur 5 à 10 gigatonnes, c'est pas beaucoup. Non. Enfin, il va falloir quand même sortir les milliers de terawattheures, mais c'est faisable si on s'y met. Ouais, bien sûr. Et alors, ce sera plus facile, en tout cas pour des pays qui ont on va dire, des solutions technologiques pour produire de l'électricité qui sont déjà existantes et qui sont assez efficaces par mètre carré. Et donc évidemment, la France a un avantage là-dessus. Mais sinon, de manière générale, il faut quand même comprendre que le Direct Air Capture est déployé dans d'autres pays, très déployé aux États-Unis parce qu'il y a eu énormément
énormément d'argent qui a été injecté sur ces sujets-là. Et la vision, c'est plutôt du solaire, de l'hydro et du wind, de l'éolien, pour vraiment amener cette énergie. Et ça se déploie actuellement en Nord-Amérique et aussi dans les pays du Nord, des Nordiques actuellement en Europe. Je peux juste rajouter un petit parce que je pense que toujours quand cette question se pose, des fois c'est dommage parce qu'on se fixe sur la question du DAC et on dit ça coûte très cher en énergie, c'est mal. En fait, il faut interroger la question de comment on utilise notre énergie dans son ensemble. Parce qu'il y a plein d'endroits dans nos activités journalières où on gaspille des quantités phénoménales d'énergie. Et voilà, donc je pense que quand on regarde ça, il faut faire une interrogation globale et se dire, voilà, au final, de l'énergie, déjà on est capable d'en produire plus, comme tu dis. On est aussi capable de l'utiliser mieux. Et après, c'est vrai aussi, comme tu le disais, que les premiers endroits où on voit de la DAC qui se déploie, c'est des endroits où il y a des excès d'énergie. Typiquement en Islande ou dans la grande vallée du Rift au Kenya, où on a des systèmes géothermaux excédentaires en énergie renouvelable. Voilà, donc il y a des endroits sur la Terre où il y a des excédents d'énergie qui pourraient être utilisés pour ce genre d'utilisation le jour où il y aura un marché et, on va dire, des incitations à proprement parler pour que ça se déploie. Ouais, je fais une digression. Si vous regardez Economics, l'application de RTE, actuellement, c'était le cas ces derniers temps, de midi à 4 heures, l'électricité de pointe, elle est à 0 € du mégawattheure. Hein, parce que justement, on est en excès de production d'électricité sur des périodes où il y a du soleil. Okay. Peut-être on peut juste rajouter qu'il y a des gens, il y a des startups qui se positionnent sur ce créneau pour essayer de développer des systèmes de capture directe dans l'air avec des capex très faibles qui leur permettraient ensuite de faire on-off pour profiter de ces plages horaires. Alors ça, c'est pas encore matérialisé, mais c'est une hypothèse de travail. Donc évidemment, l'électricité qu'on veut utiliser pour faire ça, ou l'énergie en général, elle doit être décarbonée. C'est vrai que ça tombe sous le sens. Alors, pour finir cette séquence, peut-être ouvrir un peu quelques questions. C'est bien beau tout ça, mais qui va payer? Donc Aurélie, tu as des clients, tu as des gens qui t'achètent ce que tu fais? Oui, parce que là, on parlait juste du marché. Quand le marché sera là. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux marchés et je laisserai Sylvain commenter plus sur les marchés locaux. C'est les marchés vraiment géographiques. Donc, il y a ce qui existe dans les marchés géographiques. Il se passe des choses aux États-Unis avec le 45Q, $180 par tonne de CO2. Donc, si moi je déploie une usine là-bas, je suis directement payé sur le sol américain, d'accord ? Il peut se passer des choses aussi en Europe et je laisserai Sylvain en parler mieux, avec notre propre marché local. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le marché volontaire du crédit carbone. Donc celui-là, il n'est pas attaché physiquement à un endroit géographique. Il est lié, en fait, à des entreprises qui souhaitent être net zéro, donc qui suivent ce que l'on appelle les Science Based Target Initiative, les SBTI, et qui ont besoin de compenser leurs émissions de CO2 de scope 1, mais aussi surtout 2 et 3. Donc on va retrouver sur ces marchés-là 1000 entreprises, dont Stripe, Microsoft, McKinsey, enfin des gros, qui achètent du coup des crédits carbone de façon volontaire à des prix assez élevés, parce qu'ils souhaitent, et ils le savent très bien, d'ici à 2030, 40 et 50, avoir quelque chose de peu cher. Donc ils ont très bien compris qu'il fallait injecter de l'argent 10, 15 ans en avance pour avoir quelque chose de pas cher. Donc ça a marché dans toutes les industries. Hein. Avant que ça soit pas cher, c'était cher. Enfin, on connaît bien la courbe. Et donc, ces gens-là qui sont très bien informés, ils ont des équipes techniques pour faire ces choix-là, achètent des crédits carbone volontaires à des prix qui vont très élevés, 1500, puis ensuite 600, puis ensuite $300 par tonne, donc pour progressivement faire baisser les prix. Typiquement, je parle du DAC, en l'occurrence, pour espérer du coup avoir... quand on atteindra du coup 2030, 2035, 2040, avoir suffisamment de volume de crédit carbone de séquestration de haute qualité. Parce que les arbres, c'est super, on n'a pas dit qu'il fallait pas les planter, on va les planter. Sauf que évidemment, elles sont contraintes à la temporalité, des parasites, etc. Et ça diminue. Donc il faut aussi des solutions qui séquestrent sur plus de 1000 ans, de façon sécurisée. Et le DAC, typiquement, c'en est un, mais le BECS aussi, c'en est un. Et pour ça, il faut injecter de l'argent pour que les technologies se développent. Et si on veut toujours prendre l'avion d'ici 10 ans, il va falloir travailler maintenant pour faire des technologies qui soient at cost d'ici 10-15 ans. Donc si je reviens sur les prix de ce marché-là, du prix volontaire du carbone, qui un jour n'existera plus et en fait sera finalement local, ce sera mélangé en fait à des marchés locaux, on va parler de l'Europe juste après, ou typiquement des US, on attend sur ces marchés-là d'ici à 2030 des prix autour de 300
$400 par tonne de CO2 pour des technologies, des crédits carbone de haute qualité technologique. Évidemment, quand on va sur des arbres, on va toujours rester sur des bas prix, mais on ne peut pas compter que sur les arbres, on l'a bien compris. Et donc, ces gens-là se créent un portfolio de solutions qu'on appelle nature-based, un peu hybride biochar et ensuite très technologique, et ils investissent de l'argent petit à petit. Et donc, typiquement, nous, on a déjà un client qui s'appelle Klarna, donc c'est dans la fintech, compense ces émissions de CO2 qui sont dues à quoi? À la consommation d'énergie, de stockage de leurs données. C'est Google, c'est Microsoft, etc. Ils ont des 50 millions, des 100 millions de tonnes de CO2 équivalents parce qu'ils achètent de l'électricité qui aujourd'hui n'est pas totalement décarbonée et qui demain ne le sera jamais non plus. D'ailleurs, c'est très difficile, même le solaire, ça émet quand même du CO2 et qui ont besoin de compenser avec des crédits carbone de ce marché-là. Aurélie, rassure-moi, ils compensent les émissions résiduelles, pas toutes leurs émissions, on est d'accord? Ah non. Oui. Donc on est bien sur les émissions résiduelles, on n'est pas sur les émissions de scope 1, des émissions de direct. Ça, c'est de la décarbonation, il faut le faire. Ça aurait dû être fait il y a 10 ans d'ailleurs. On devrait déjà être plus rapidement sur cette pente-là au niveau de la décarbonation. Donc c'est bien pour compenser ce qu'on appelle les émissions résiduelles hard to abate. Et quand j'ai dit tout à l'heure, on veut continuer à prendre l'avion. L'aviation, elle, ne sera pas électrique, ils le savent quasiment tous. Ils vont continuer à avoir ce qu'on appelle des synthétiques Sustainable Aviation Fuel à terme. Ça va passer d'abord par du CO2 biogénique, ensuite par du CO2 de DAC, parce qu'il n'y aura pas assez d'arbres, sinon on aurait tout fait en biogénique. Et donc on va continuer en fait à émettre du CO2 par l'aviation typiquement, mais il y a aussi l'acier et le ciment typiquement qui émettent du CO2 de façon fatale. Et c'est ça qui devra être compensé, pas les émissions directes. Ok. Et pour finir, oui, il y a aussi l'agriculture, le protoxyde d'azote, le méthane, etc. Enfin, il y a tout un tas d'émissions d'autres gaz à effet de serre qui effectivement sont plus difficiles à décarboner par nature. Sylvain, pour finir, donc une fois qu'aujourd'hui c'est des grandes entreprises, donc qui veulent sécuriser leur trajectoire net zéro, demain ce sera des marchés. Alors, Aurélie, je parlais de marchés locaux, je pense qu'on parle de marchés réglementaires en fait. Oui, tout à fait. Donc, alors d'abord une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore touché ce sujet-là, mais un des défis, c'est comment on fait pour déployer ça sans réduire l'ambition sur la réduction des émissions. Parce que si c'est ça qu'on fait, on fait rien. Et donc là, il y a plusieurs propositions sur la table pour mettre en place des mesures qui permettent de limiter ce risque. Et une des mesures, c'est d'avoir des objectifs séparés. Donc quand on définit nos objectifs climatiques, ça veut dire qu'on fixe de façon complètement cloisonnée des objectifs de réduction d'un côté et des objectifs de croissance pour l'EDC d'un autre côté. Et donc là, il y a une discussion très active en ce moment au niveau européen pour la définition des objectifs à 2040, où cette question est posée. Et j'en profite pour saluer la position de la France, parce que la France appuie la position de développer des objectifs séparés, qui est beaucoup plus rigoureuse de ce point de vue-là. Pour revenir sur les marchés, donc on a compris, d'un côté, il y a un marché volontaire qui existe depuis un moment. Peut-être vous aviez suivi en 2023 les développements autour du standard Vera et de tout un paquet de crédits qui en fait n'étaient pas aussi performants que l'on le pensait, avec des gros problèmes de réputation pour les entreprises qui consommaient ce genre de crédits. Donc en fait, dans ce marché volontaire, la tendance qu'on observe depuis très nettement, c'est un déportement vers les crédits de haute qualité et notamment les crédits EDC. Voilà. Maintenant, ce marché volontaire, il existe. Il reste d'une taille, on va dire, relativement petite par rapport à l'objectif climatique qu'on a mentionné avant. Le marché volontaire, c'est environ 200 millions de tonnes par an. Dans le monde, hein. Pardon ? Dans le monde. Dans le monde. Donc ce marché-là, il doit grandir. Mais en parallèle, on va dire le vrai défi, c'est de mettre en place des marchés réglementaires, c'est-à-dire de mettre en place une contrainte partagée au sein du tissu économique et de la société, de façon mesurée sur les différents secteurs, pour qu'on puisse ensuite avoir les moyens de déployer ces méthodes. Et donc, ça se met en place progressivement à différentes géographies, notamment en utilisant les marchés réglementaires de type échange de quotas, donc ETS. Donc c'est le cas au Royaume-Uni. Ils ont déjà entériné le fait. Ils sont en train d'explorer les paramètres de l'intégration de ces crédits dans le marché ETS Royaume-Uni. La même chose est en train d'être discutée au niveau européen. La question étant, à mesure qu'on va se rapprocher de la fin de vie du marché ETS, le nombre d'autorisations qui vont être sur le marché vont réduire. Et donc les prix vont monter et on va se rapprocher de ce qu'on appelle donc les émissions résiduelles, qui sont des émissions qui sont quasiment impossibles à éliminer, et donc le remplacement par le l'EDC va avoir plus de sens. On arrive à la fin. Ouais, d'accord, bon je m'arrête là. Donc voilà, on a fait un petit peu vite, on arrive au terme de ce panel. Est-ce que vous avez une ou deux questions avant qu'on se fasse sortir de la table, de la salle? Je vous en prie. Il y a un micro qui va circuler pour l'enregistrement, donc parlez dans le micro s'il vous plaît.
Bonjour, merci. J'ai été étonné dans le premier tableau, vous n'avez pas cité les océans comme puits de carbone. Ils sont beaucoup plus importants que les arbres. Et deuxième question, pour les solutions techniques, même si vous avez parlé des mangroves, mais les mangroves, c'était les arbres, ce n'était pas les océans. Il y a un problème derrière, c'est l'acidification des océans qui se produit, et donc un problème sur la biodiversité. Donc un cercle vicieux, une boucle de rétroaction positive qui se met en place. Là, ensuite, pour rebondir sur la biodiversité, sur les solutions techniques et technologiques, est-ce qu'on peut traiter uniquement le problème du stockage du CO2, de la capture, sans tenir compte de l'impact sur la biodiversité? Ensuite, l'effet Shadok, vous en avez parlé un peu pour les anciens. Ça veut dire que est-ce qu'on n'émet pas plus en cycle complet, en analyse du cycle de vie, plus de CO2 que ce qu'on va capturer, donc ce qui serait un effet pervers, effectivement. Voilà. Et ensuite, justement, à la BPI, quels sont les moyens pour elle de contrôler qu'on n'est pas dans un cycle positif d'émission plutôt que dans un cycle de régression. Ouais. Merci. Peut-être que Sylvain, tu peux répondre à la majorité. Donc, Océan et ACV. Donc, Océan, très bon point. Ils y sont. Je n'ai pas eu le temps de les mentionner, mais ils y sont. Donc, c'est dans les méthodes géochimiques principalement, parce qu'on va jouer justement sur l'équilibre géochimique des océans. Donc, on parle d'alcalinisation des océans par différentes méthodes. On peut le faire par voie électrochimique, on peut le faire par voie minérale. On va chercher à restaurer l'alcalinité de l'océan, qui est sa capacité en fait à neutraliser l'acide qu'est le CO2. Et donc, ça, c'est en train d'être déployé. Et par exemple, au niveau européen, on a un mécanisme de certification qui est en train d'être créé pour toutes ces méthodes. Et on a une première vague de méthodologie qui arrive à son terme, là. Et dans la deuxième vague, on aura des méthodes sur l'océan. Donc c'est en train de se concrétiser. L'effet Shadok. Alors ça, c'est quelque chose dont tout le secteur est très conscient. Et la façon dont on évite ce problème-là, c'est en faisant une analyse de cycle de vie, tout simplement. Et donc, le process est pris en compte dans son intégralité et on analyse à la fin l'efficacité. L'efficacité se traduisant finalement en business case aussi, parce que si on a un processus peu efficace, ça veut dire qu'on a peu de crédits qu'on peut à la fin certifier et vendre. Et donc, on a un business case qui ne marche pas. Les données qui ont été partagées notamment par les entreprises de DAC, comme Climeworks, mais tu pourras peut-être donner les tiennes, c'est autour de 90% d'efficacité. C'est-à-dire que si je séquestre 100 tonnes de CO2, j'en ai émis 10 pour le faire. Donc c'est quand même des processus assez intéressants de ce point de vue-là. Ouais, juste pour préciser, on vend des tonnes nettes, pas des tonnes grosses. Donc c'est très simple. Si on émet trop de CO2, ça casse complètement le business case et donc il n'y a pas d'entreprise en fait. Donc mais c'est tellement évident que c'est bien entendu pris en compte et c'est toute la problématique effectivement. Donc on vend bien des tonnes nettes. Et d'ailleurs là-dessus il y a beaucoup de transparence, je dirais, de la part du secteur. Donc il y a des entreprises qui publient complètement leurs ACV et leurs données. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi consulter les documents qui sont en cours de développement au niveau européen par la Commission européenne pour les méthodes de certification où vous allez pouvoir voir le détail des équations utilisées, les différents paramètres, les facteurs d'émission, tout ce qui est pris en compte et le périmètre de l'ACV aussi. Il y avait une autre question, je crois, au fond de la salle. Et il y avait BPI France, mais c'est pas très rapidement. Vas-y. Très rapidement. Déjà, on va dire qu'il y a deux niveaux de réponse. En phase de faisabilité, nous, notre objectif, c'est pas de tuer les projets dans l'œuf. Et de base, on n'a pas la science infuse parce qu'il y a aussi des méthodes de calcul qui vont évoluer dans le temps en fonction des sources d'énergie, etc. Donc, je vais dire, on va avoir tendance, nous, notre boussole, ça va être la décarbonation et l'innovation en France. Décarboner et soutenir les industries qui doivent se décarboner, qui doivent trouver des solutions qui innovent ou qui ont besoin d'offreurs de solutions qui innovent. Donc on va les soutenir en phase de faisabilité assez facilement, entre guillemets. Pareil pour l'innovation, c'est dans notre ADN, on va soutenir tous ces entrepreneurs qui portent des démarches et des projets innovants pour ce secteur-là. Et puis ensuite, quand on va arriver sur des projets de plus grande envergure, évidemment, des projets plus importants, là, en revanche, bien sûr, déjà, on s'appuie sur des experts internes, on s'appuie sur des publications scientifiques, on s'appuie sur les publications de l'ADEME et on sollicite l'ADEME également. Et puis surtout, on s'appuie sur des experts externes qui vont venir auditer avec nous les projets. Merci Karim. Ah oui, de toute façon, tout le secteur est ancré à la base, c'est une exigence scientifique. On est ancré dans ce que dit le consensus scientifique sur le sujet, et puis il évolue dans le temps. Je crois qu'il y avait une dernière question, peut-être. Oui, alors merci pour votre présentation. Justement, j'avais une question qui rebondit sur la question précédente. C'est quels sont les systèmes industriels et techniques les plus efficaces pour
pour capter le CO2 sans en émettre en supplément. Avant, on parlait de 10%, 90%. Est-ce que vous avez des exemples de procédés parce que Climeworks, je ne sais pas s'ils utilisent différents procédés ou s'ils sont spécialisés sur un type de méthode d'élimination, et s'il y a d'autres systèmes qui ont même des rapports plus élevés, peut-être 2% pour 98% captés. Merci. Ouais, tu peux commenter sur le Direct Air Capture, effectivement, parce qu'il y a une conso énergétique qui est liée à l'énergie utilisée. Je crois qu'on va bientôt se faire virer là, mais et globalement, donc il y a le DAC, mais il y a d'autres méthodes. Et chacune a une analyse de cycle de vie. Donc comme exemple, par exemple, le BECS, donc on va capter du CO2 biogénique. Si on utilise l'électricité décarbonée, par exemple, pour liquéfier le CO2 ou pour le capter, et ben la réponse va dépendre de l'intensité carbone de l'électricité, du facteur d'émission d'électricité qu'on utilise. Et donc typiquement, sur tout ce qui est bioénergie avec captage de CO2, on est aussi sur un ordre de grandeur d'une dizaine de pourcents de perte, 15 à 10%. Il y a eu une étude de Polytechnique Zurich avec un projet qui s'appelle Demo Up Karma, qui a fait la démonstration de ça sur des CO2 biogéniques. Donc c'est une publi scientifique qui peut être consultée. Et donc on parle de perte de 15%. Je pense qu'à terme, on vise sur les méthodes technologiques d'être à au moins 90% de rendement. Je pense que tu confirmes, Aurélie? Ouais, donc effectivement, donc, tout ce qui est technologique, par définition, ça consomme de l'énergie, c'est bien le concept. L'objectif, c'est d'aller en dessous des 10%. Donc, dans le DAC électrochimique, on peut même aller des fois à 3 à 5%. Ça dépend vraiment de l'électricité, puisque c'est la seule chose qu'on consomme comme on va dire, énergie. Donc, ça ne sera jamais à 100% comme un arbre. Il faut mettre en phase de quelles sont les meilleures technologies, est-ce qu'elles peuvent scaler. Donc c'est super de faire des arbres, encore on revient là-dessus, ou de faire du biochar, mais c'est limité en quantité de millions de tonnes. Donc il faut faire des choses qui consomment à zéro énergie, parce que c'est la photosynthèse, on va dire, un peu d'énergie parce qu'on prend la biomasse, qu'on la transforme, on la pyrolyse, ou on fait comme du BECS, donc on capture sur les fumées après, c'est peut-être quelques pourcents, mais tout ça est limité. Donc si on va aller ensuite sur des gros volumes, c'est là où on va du coup mettre en place des technologies qui doivent être les plus efficaces possibles, mais qui, elles, vont atteindre des volumes gigantesques. Et donc, c'est ce trade-off. Il ne faut pas regarder que cette efficacité-là. L'arbitrage. Oui, pardon. Arbitrage pour J'allais rajouter la même chose, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser au coût, on peut s'intéresser à la performance du process, mais il ne faut pas voir que ça. Il faut voir aussi que chacune de ces méthodes va faire face à des limites physiques. Parce que les limites physiques de ce monde s'imposent aussi à ce secteur. Et donc, par exemple, les arbres, ça va être la surface, le DAC, ça va être le stockage géologique potentiellement. Et donc, quand on regarde les portefeuilles qu'on avait créés, on va être obligé de déployer un peu de tout, même s'il y en a certaines qui peuvent être suboptimales, parce qu'en fait, les autres auront touché leur taquet, leurs limites. Est-ce qu'il y a une dernière question brûlante? Allez, une petite dernière, on a le droit? Ouais, c'est bon. Bonjour, merci pour la présentation. C'était concernant les méthodes de stockage qu'on n'a pas du tout évoquées. Moi, j'ai peu de culture scientifique sur la captation de carbone, et donc j'aimerais savoir un peu, est-ce qu'il y a des limites sur le stockage géologique du carbone? Alors, je peux prendre ou tu veux? Vas-y, si tu veux. Bon, très rapidement, en gros, en fait, on est allé, le stockage géologique, on va remettre le CO2 dans le genre de formation, on est allé chercher le pétrole. Donc par définition, quelque part, on est dans des roches poreuses. Maintenant, il y a aussi des méthodes basées sur des roches basaltiques, donc on peut minéraliser. Donc ce que disent les géologues, c'est que globalement, on a de quoi remettre dans le sol les 200, les milliers de gigatonnes qu'on a émis depuis la révolution industrielle. Après, c'est facile à dire, il faut aussi développer les infrastructures, il faut faire des études géologiques, il faut faire des puits, des tests d'injection, des puits de forage. Donc on est dans des métiers du sous-sol. Donc il y a le potentiel physique, selon encore une fois les géologues. Maintenant, il faut le développer pour qu'il se matérialise. Ça commence, mais on est au tout début de l'histoire. Et juste quelque chose sur cette histoire de stockage sous le sol. Il faut quand même comprendre qu'à chaque fois que vous prenez votre voiture, vous utilisez un combustible qui a été sorti du sol. Donc à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a fait un trou et qui a sorti ce gaz. Et ben, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc il n'y a pas en soi de risque, ça ne va pas exploser, ou il ne va rien se passer, et c'est des choses qu'on sait faire. Total Energy, c'est des experts
de faire des trous dans le sol pour sortir du gaz. Et ce seront les experts, très probablement demain, de la capture de CO2 dans l'air et du stockage sous le sol. Et en soi, il n'y a pas de choses qui sont complètement nouvelles en fait dans cet aspect-là. C'est très maîtrisé. Ça peut faire peur psychologiquement, mais en soi, c'est maîtrisé. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Et là, je pense que c'est plus un blocage mental que réel techno. Il faut aussi que ce soit bien fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans les métiers du sous-sol, donc il y a des risques. Quand on creuse un puits, etc. Donc c'est des risques industriels. Il y a des directives, notamment européennes, qui encadrent ces systèmes-là. Ça fonctionne depuis une quarantaine d'années en Europe. Par contre, effectivement, il peut y avoir des accidents aussi, tout comme n'importe quelle activité industrielle. Donc il ne faut pas non plus se voiler la face sur le sujet. Il faut que ça soit bien encadré pour que ça soit fait dans les règles de l'art et que ça fonctionne. Et il n'y a pas de risque zéro non plus. Mais globalement, on saura faire. En plus, il faut savoir, et peut-être Laurent peut en parler, c'est que, et on l'a tous appris depuis la crise avec la Russie, c'est qu'on stocke déjà des quantités gigantesques de gaz dans le sous-sol français, et c'est du méthane, c'est-à-dire qu'il est inflammable, explosif, donc il est dangereux, alors que le CO2, il est inerte. Voilà. Donc, voilà, peut-être tu peux en dire un mot, mais... En fait, je ne voulais pas réagir là-dessus, mais effectivement, on sait stocker le gaz dans le sous-sol, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, dans la région, il y a un projet, notamment qui s'appelle Rhône CO2, qui est une brique en fait de conversion d'anciennes infrastructures pétrolières pour justement donc convertir une canalisation qui transportait des hydrocarbures dans la vallée du Rhône, qui maintenant devrait transporter du CO2 justement émis par des cimenteries et des gros industriels. Après, un terminal méthanier qui va liquéfier le CO2 pour après envoyer ce CO2 dans des champs gaziers exploités par Eni qui arrivent en fin de vie. Voilà. Donc on voit bien qu'en fait, c'est une opportunité aussi. Bon, alors après, on peut critiquer, mais c'est aussi une opportunité pour les pétroliers de reconvertir leurs infrastructures pour faire du captage de CO2. Et nous, l'opportunité qu'on voit, là je mets cette fois-ci GRDF, pourquoi nous aussi on fait des réseaux de gaz, on se dit pourquoi pas faire aussi des réseaux pour transporter du CO2, transporter le CO2 biogénique, l'envoyer sur ces canaux et stocker le CO2 biogénique. Et comme on a dit, le CO2 biogénique n'émet pas théoriquement de gaz à effet de serre, donc c'est-à-dire qu'on sera en négatif sur le CO2. Super, merci beaucoup pour votre attention. Merci. J'espère qu'on vous aura convaincu que c'est un vrai potentiel et puis au plaisir de poursuivre les échanges.